Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des sujets qui me tient beaucoup à cœur et qui m'effraie à la fois, que j'ai intitulé de l'illusion de la sécurité. Je vous souhaite la bienvenue, particulièrement si c'est votre première fois sur ma chaîne. Je m'appelle Jourou Christian, je suis à la fois coach, formateur et consultant juridique en blockchain et surtout en contrat intelligent. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet me tient à cœur? Il me tient à cœur parce que j'ai remarqué au fil du temps que les praticiens et praticiennes du droit que je rencontrais, que ce soit lors des symposiums ou à huis clos par invitation ou lors de conférences, un certain nombre de professeurs, parfois agrégés, avec qui je parlais, tenaient toujours un discours un peu réducteur par rapport aux nouvelles technologies et particulièrement par rapport aux conséquences que la blockchain, que ces autres applications, par exemple le contrat intelligent dont je ne cesse de parler, aura sur le métier du droit d'une façon générale. Et ce, sans oublier bien sûr le recours à l'intelligence artificielle. Donc à un moment, j'ai eu l'impression de me cogner soit à un mur d'innocence technologique, ou alors à un mur d'ignorance assumée. Un des moments difficiles que j'ai vécu avant la crise du coronavirus, c'est lorsque un professeur assez bien connu m'a déclaré qu'il était conscient des changements que la blockchain, que le contrat intelligent allait apporter au monde du droit, mais que ce n'était pas vraiment pour demain. J'avoue que j'étais déjà assez abasourdi par les questions, ou du moins la discussion que nous venions d'avoir, que j'ai préféré me taire en me disant que probablement dans moins d'une décennie, il aura une réponse claire à sa propre déclaration. Alors, comme je l'ai déjà fait dans les précédentes vidéos, je vais vous reposer encore cette question qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui, après avoir fait des recherches, après s'être informé sur ce qu'est le monde décentralisé, sur ce qu'est l'esprit de la blockchain, l'esprit de Bitcoin et des autres formes de crypto-monnaie, est-ce que aujourd'hui vous pensez que cette technologie, qui par ailleurs change complètement le mode d'organisation, est-ce que cette technologie va avoir un impact sur la plupart des métiers issus des sciences sociales et particulièrement les métiers qui servent à organiser la cité, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans la législation, donc en lien quelque part avec le juriste et l'administration. Lorsque j'ai posé cette question à 4 professeurs qui étaient debout en train de partager avec moi leurs réflexions sur la blockchain et le contrat intelligent en 2018 ou 2019, je ne me souviens plus très bien. Je vivais encore à Grenoble, j'étais en faculté de droit, à l'UGA, d'ailleurs je les salue. La réponse que j'ai eue d'un des professeurs, plutôt d'une des professeurs, était le fait que la blockchain c'était tout simplement un truc financier qui ne pouvait pas vraiment impacter le droit en tant que tel. Et lorsque j'ai parlé du contrat intelligent, on m'a laissé entendre que c'était juste des blocs de code et que pour pouvoir les utiliser, il fallait avoir un background de tech. Donc il fallait être ingénieur, il fallait être informaticien, il fallait être développeur. Et en leur posé la question, qu'est-ce qui empêche un juriste d'avoir un background tech? L'un des exemples les plus connus, quand même moins médiatisé, c'est celui de Nick Szabo, le créateur ou bien l'un des pères du contrat intelligent, qui était non seulement cryptographe, mais également juriste. Je n'ai jamais eu de réponse à cette question, mais je sais que ça a longtemps trotté dans la tête de ma professeure. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas toujours la réponse à la question. Mais moi, je voudrais vous poser cette question à vous, jeune génération, qui avez pour projet de commencer des études en droit, ou bien qui êtes déjà en train de finir ou en cours d'études de droit, mais aussi de politiste, et vous, praticiens du droit. Qu'est-ce que vous pensez du contrat intelligent et quelles conséquences ce contrat intelligent va avoir sur vos revenus mensuels, annuels, comme vous le voudrez? Quelle garantie l'État peut vous donner pour vous assurer que dans une dizaine d'années, dans une quinzaine, dans une vingtaine d'années, il ne préférera pas
avoir recours à l'intelligence artificielle dopée d'un algorithme issu d'un contrat intelligent dans le seul but d'optimiser les coûts, donc de l'utilisation, les coûts de recours à un intermédiaire, qui reviennent moins cher lorsque on utilise le contrat intelligent comme intermédiaire. Quelle garantie vous avez que cela ne se produira pas dans une vingtaine d'années? Je pense qu'il n'y en a aucune. Donc, je veux vous citer quelques branches du droit qui aujourd'hui sont directement et foncièrement attaquées dans leur origine par le contrat intelligent, par la blockchain. Il s'agit d'abord de tout ce qui concerne le droit de la propriété. On peut parler de la certification, etc., etc. Comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, il m'aide beaucoup moins cher de me faire certifier un objet d'art ou quelque chose qui me tient à cœur et que je voudrais protéger de la copie en utilisant un contrat intelligent qui désintermédie, dont je n'ai pas besoin d'aller voir un avocat pour le faire. J'ai tout simplement besoin de trouver un réseau décentralisé en lequel les gens croient, en lequel les gens investissent. Bitcoin en est un, Tezos c'est un autre, Ethereum c'est également un autre. Il y en a tellement qu'aujourd'hui, pour moi par exemple, si je devais, et je le fais déjà, certifier certains de mes produits afin que leur propriété intellectuelle ne me soit pas volée, eh bien je le fais sur le réseau Ethereum. Et je m'évite des dépenses mirobolantes si je devais aller voir un avocat ou un juriste spécialisé en propriété intellectuelle. Donc ça c'est un point. Le deuxième point que nous allons voir, il s'agira de parler du droit des finances. Lorsque le Bitcoin apparaissait en 2009, il était pour le moment utilisé par des geeks qui essayaient de voir quel est son fonctionnement. Ils se les envoyaient tranquillement. Je me souviens en 2011, lorsque j'ai pour la première fois entendu parler de la blockchain, c'était avec le Lightning, c'était dans ma chambre d'étudiant en Russie. Et une chose qui m'a beaucoup frappé, c'était non seulement l'enthousiasme, mais la foi que mon camarade qui me le présentait avait en ce réseau. Aujourd'hui, le Lightning pèse beaucoup. Aujourd'hui, le Bitcoin pèse énormément. Aujourd'hui, Ethereum pèse. Et les altcoins qui proviennent de Ethereum donc, pèsent énormément. Et les applications ne cessent en fait de jour à jour de se développer. Aujourd'hui, sur le réseau Ethereum, nous avons ce que nous appelons la finance décentralisée. Et la finance décentralisée, justement, change fondamentalement la façon dont nous percevons le droit de la finance, le droit financier. Un autre point alors, ça va être la gestion de patrimoine. Alors, ici, il y a un mélange vraiment de beaucoup de métiers, de beaucoup de matières à la fois, que ce soit la fiscalité, que ce soit le droit de la famille, que ce soit en termes de certification immobilière, etc., etc. Mais le fait est que, par exemple, si aujourd'hui, quelqu'un voudrait m'acheter une peinture issue de ma collection unique, eh bien, aujourd'hui, ma peinture pourrait peut-être coûter autour de 150, 200, 300, etc. euros. Dans 10 ans, ma peinture pourrait doubler ou bien tripler ou quadrupler en prix. Ce ne sera pas moins un patrimoine pour la personne qui l'aura acheté. Donc, ça va rebattre aussi les cartes de ce que nous considérons comme étant un patrimoine. Ce n'est pas parce que nous utilisons un réseau décentralisé pour certifier la propriété intellectuelle de nos objets que ces objets n'ont pas une valeur patrimoniale ou bien n'auront pas demain, puisqu'il s'agit toujours de créer un avenir à partir de l'imagination collective. Donc, n'aura pas une valeur qui pourrait faire en sorte qu'on dise c'est un patrimoine. Comment est-ce que demain on va gérer ou bien aider des hommes et des femmes fortunés en tokens, en jetons, en bitcoin, en ethereum, en tezos, etc., etc., à gérer leur patrimoine. Qu'est-ce qu'aujourd'hui un professeur qui est spécialisé en gestion de patrimoine peut me donner comme conseil en me disant, pour gérer le patrimoine dans un système décentralisé, voici ce qu'il faut faire, ou bien voici la méthode, voici la procédure. Aujourd'hui, ça n'existe pas, parce que pour le moment, ça ne s'est pas encore posé en tant que tel, mais ça vient. L'autre point que nous allons citer, il va s'agir de parler du droit de la protection des données, donc du RGPD. Le RGPD, à ses origines, a été pensé pour gérer des plateformes qui sont centralisées. Facebook est une plateforme centralisée. Google, TikTok et j'en passe sont des systèmes centralisés. Bitcoin, c'est un système décentralisé. Ethereum, c'est un système décentralisé. Quand nous partons déjà de ces deux blockchains, nous ne pouvons pas avoir le RGPD comme base
de protection des données comme s'il était pour la blockchain. C'est comme si, pour citer cet adage, vous preniez de vieux fûts et que vous y mettiez un vin nouveau. Non seulement c'est illogique, mais surtout c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que dans le système blockchain, la sécurité cryptographique est telle que chacun est le propriétaire, chacun est le responsable de ses propres données. Chacun est responsable de ce qu'il écrit dans la blockchain ou bien de ce qu'il partage dans la blockchain. Si une donnée entre dans la blockchain, par exemple dans Ethereum, vous n'avez personne vers qui courir pour lui demander de l'effacer parce que c'est impossible. La blockchain est immuable jusqu'à ce que quelqu'un puisse arriver à avoir 51% de sa puissance de calcul et à interchanger ou bien à effacer certaines données. Ce qui est quand même assez difficile quand il s'agit des blockchains publiques comme Bitcoin, comme Ethereum. Donc, en termes de protection des données au sein de la blockchain, je pense que le RGPD n'est pas une source juridique assez fiable. On ne peut pas l'appliquer par défaut. Et enfin, le dernier point, il va s'agir de parler du droit des contrats. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je fais du commerce, certes, mais surtout parce que je pense que dans un monde qui va vers plus d'interaction, vers plus de complexité, le moyen le plus efficace et le plus direct de réguler les interactions humaines, c'est de les automatiser. Or, le problème, c'est qu'on ne peut pas automatiser les intermédiaires. On ne peut pas automatiser un juriste en droit de l'Union européenne afin qu'il ait réponse sur les procédures du droit privé français. Il peut, bien sûr, apprendre et comprendre le droit privé français et être techniquement disposé à donner ses conseils juridiques, mais le contrat intelligent le fera beaucoup mieux que lui, beaucoup plus efficacement et mieux encore en termes financiers, beaucoup moins cher. Donc, moi, je ne serais pas étonné, et je suis parmi ceux qui travaillent dessus, que à la fin de cette décennie, nous ayons des plateformes géantes qui proposent des services de contrats intelligents à la clé à des juristes, mais aussi à des particuliers qui veulent acheter, vendre, échanger, transacter, transférer, etc. Donc, la blockchain quelque part, le contrat intelligent quelque part, ouvre des perspectives qu'il faut dès aujourd'hui comprendre et s'en accaparer. En réalité, lorsque on plonge dans le monde de la blockchain, on se rend compte que ce n'est qu'un début. Vu que nous changeons de paradigme organisationnel et que nous nous tournons de plus en plus vers la décentralisation du pouvoir, la conséquence logique, c'est que nous changeons également de façon de légiférer. Or, ce n'est pas encore très bien compris par nos politiques qui, généralement, disons, certes, on a un renouvellement qui est en train de se faire, mais ce renouvellement est tellement lent que dans les 10 prochaines années, on risque d'avoir les mêmes problèmes qu'on a eu lorsque le big data a explosé. Aujourd'hui, quand on va suivre un cours dans une faculté du droit, par exemple en droit privé, j'ai rarement entendu un professeur parler du contrat intelligent. Lorsqu'il aborde, par exemple, la question des contrats et obligations, je range énormément mon frein. Parce que d'une part, je comprends qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir expliquer à ses étudiants et étudiantes ce qu'est le contrat intelligent. Mais d'autre part, je m'étonne qu'il n'y a pas cette envie d'envoyer les étudiants et les étudiantes vers la recherche. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai compris en faisant mes études, aujourd'hui, la meilleure façon d'être résilient professionnellement et dans la vie, c'est qu'il faut faire les recherches par soi-même. Surtout lorsqu'on sait que le modèle de l'éducation nationale qui est proposé, c'est un modèle déjà désuète, qui ne tient plus la route, qui ne suit pas les réalités actuelles du XXIe siècle. Maintenant, d'un point de vue des régulations et pratiques également, j'ai envie de dire ceci, que ce n'est pas parce qu'une technologie n'est pas régulée qu'il ne sera pas globalement utilisée si elle arrive à prouver son efficacité et la simplicité de son utilisation. Par exemple, nous avions utilisé Facebook jusqu'en 2016 sans qu'il n'existe une réelle régulation. Jusqu'à ce qu'on ait les nombreux scandales, Facebook disposait de nos données comme elle l'entendait. Donc, jusqu'à ce qu'on ait des scandales peut-être liés à l'utilisation abusive d'un contrat intelligent ou l'autre, je pense que, et c'est déjà par exemple
écrit dans une des recherches produites, bien coproduites par la Commission européenne, l'Union européenne va rester dans une position attentiste pour voir comment va se développer le monde de la blockchain. Donc, moi, ce que je pense de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'un côté, nous avons une réalité technologique face à un aveuglement intellectuel, collectif bien sûr, basé sur un modèle éducatif que nous avons eu qui a tendance à tout centraliser et à rejeter ce qui n'est pas centralisé, donc décentralisé. Je pense que c'est l'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, la blockchain est très mal perçue, très mal comprise dans les instances, par exemple, universitaires. Ce n'est pas forcément parce que c'est une technologie qui est utilisée par des geeks ou bien basée sur beaucoup de code. Je pense que c'est avant tout parce que son modèle organisationnel n'a rien à voir avec les modèles que, par exemple, un professeur de droit constitutionnel enseigne à l'université. Que ce soit du droit constitutionnel fédéral, par exemple dans le cas des États-Unis ou dans le cas de la Russie, on voit toujours qu'il y a un État central qui essaie quand même de tout contrôler. Comment est-ce que nous pouvons traduire un point de vue constitutionnel en nous basant sur un modèle d'organisation décentralisé? Ce n'est pas impossible, mais il faut y mettre de la volonté et surtout faire une déconstruction intellectuelle qui nous permette de faire une approche intellectuelle la plus neutre possible. Quand je regarde les métiers du droit, je me dis, lorsque l'utilisation de la blockchain et surtout du contrat intelligent sera devenue très banale et que la jeune génération, celle qui est en train de remplacer la vieille génération, sera aux commandes, disons à 70-80%, eh bien, elle sera habituée à recourir à des algorithmes décentralisés pour faire leur transition. Et c'est en ce moment-là que nous allons réellement assister à ce que je pourrais appeler une étroitesse dans les métiers du droit. Ça veut dire que, étant donné que, par exemple, le contrat intelligent va faire concurrence à des intermédiaires humains, le métier, certains métiers, je pense, vont soit disparaître, c'est quelque chose à envisager, ou alors seront convertis de sorte à compléter quelque part le contrat intelligent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout trop tard. Nous ne sommes d'ailleurs que réellement à ce que je pourrais appeler un début du développement de la blockchain et de ses diverses applications. Aujourd'hui, en termes de capitalisation boursière, quand on met toutes les crypto-monnaies ensemble, c'est une goutte d'eau face à la finance mondiale. Donc, vu ce qu'apporte le contrat intelligent, c'est pour le moment une goutte d'eau par rapport à toutes les interactions, tous les contrats sémantiques qui existent sur la planète. Mais ceci risque d'être un changement dans 20 ans. Le monde sera tout autre dans 20 ans. Et il faut se préparer à ça aujourd'hui. Il faut investir dans une éducation qui permet de la résilience professionnelle dès aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous invite à vraiment faire de la recherche, à vraiment vous former. Parce que si je sais une chose, c'est qu'il n'est pas toujours facile de passer d'une logique sémantique ou purement sémantique, thèse, antithèse, synthèse, commentaire, etc., à une logique plutôt qui mélange quand même pas mal de mathématiques et d'informatique et qui demande de tout le temps passer d'une logique sémantique à une logique mathématique informatique ou à l'inverse. Donc, le juriste de demain, pour moi, c'est un juriste qui sera arrivé, ou bien un politiste qui sera arrivé à mêler ou bien à mélanger ces deux mondes-là. C'est le monde de demain. Parce que je suis sûr qu'il y aura des gens qui choisiront de vivre à 100% dans le cyberespace, et aujourd'hui ils existent déjà. Par exemple, lorsque vous avez, disons, 1, 2, 3, 10, 15 millions d'abonnés sur une chaîne, c'est que vous menez en plein temps une vie cyberespace. Alors beaucoup de questions vont se poser en termes de contrats, en termes de transactions. Et lorsque nous utiliserons des hologrammes, etc., lorsque nous pourrons faire des visites avec de la VR, eh bien, toutes ces questions vont se poser quant à la propriété intellectuelle d'une œuvre, certifiée directement par la blockchain, et directement achetée en Ether ou en Bitcoin ou en Tezos ou dans une autre crypto-monnaie. Ça pourrait être un crypto-dollar, ça pourrait être un crypto-yuan, mais ce qui est sûr, c'est que cela va arriver qu'on le veuille ou non. Donc, moi, de mon côté, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu développer des formations sur la blockchain
d'une part, sous le contrat intelligent d'autre part, que je ne cesse d'améliorer pour les rendre beaucoup plus compréhensibles du point de vue littéraire, mais sans enlever l'aspect technique qui est vraiment nécessaire pour la compréhension du cyberespace. Donc finalement, aujourd'hui, nous sommes à la porte de nouveaux mondes, que ce soit l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, les bots, les chatbots, les robots, les algorithmes, la blockchain, le contrat intelligent. Ce sont des systèmes artificiels qui vont nécessairement concurrencer l'homme, non plus simplement d'un point de vue physique, comme le transport, comme le taxi, mais également intellectuel, parce qu'étant capable de beaucoup plus de stockage, de reconnaissance facile des termes, des mots, etc., etc. Donc, en un mot, je vous remercie pour votre attention. Cette réflexion était quand même un peu trop longue. Je l'avais voulu vraiment très courte. Je vous invite à vous former continuellement, c'est nécessaire, et notamment en regardant en lien, vous trouverez le lien qui vous permet de vous former en contrat intelligent et en blockchain. Donc, je vous remercie pour votre attention et votre précieux temps. Et je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion. Merci.